sable, un petit saumon arctique est la nourriture principale de l'été. Là, j'en ai pris un gros, là. Il faut relever le filet tous les jours, sinon les poissons morts feront fuir ceux qui remontent le courant. Et pendant plusieurs jours, on ne prendra plus rien ici. Je fais ça parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Comme ils gigotent beaucoup, j'ai pas envie de les perdre. Un seul filet suffit à leurs besoins, et une fois le garde-manger rempli, on pêche vraiment pour s'amuser. Aqui, allá. Ça va? Et le samedi soir, au village, on s'amuse toujours. Ça commence à 7 heures. Il y a la salle des fêtes qui ouvre et puis tous les gens viennent danser, quoi. Les vieux, les jeunes, tout le monde. La première fois que j'ai vu Yuna, c'était l'hiver dernier. On est tombés tous les deux amoureux. Et puis en septembre, je reçois un papier du Danemark qui disait que mon permis de séjour s'arrêtait et que je devais repartir. Alors pour revoir Iluna, la seule solution, c'était de me marier avec elle. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai payé un billet d'avion pour Marseille et on s'est mariés là-bas. Comme ça, les autorités nous ont permis de revenir tous les deux à Tilévida, quoi. Pour l'instant, on vit chez ses parents. Mais dès qu'il y aura une maison de libre dans le village, enfin, on la prendra, hein, parce que c'est quand même mieux d'être indépendant, quoi. Enfin bon, les Esquimaux, ils ont l'habitude de vivre tous dans la même maison. Mais pour moi, c'est quand même mieux séparé. Il n'y a plus que ça qui nous manque pour être bien ici. Ici, il n'y a pas de train-train quotidien. Il y a quelques corvées, bien sûr. Bon, il faut aller chercher l'eau tous les jours de l'année. Enfin, l'été, c'est l'eau. L'hiver, c'est la glace qu'il faut prendre avec le pic à glace. Et puis, il faut nourrir les chiens. Mais enfin, on ne peut pas vraiment parler de corvée, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est comme en France d'aller chercher une baguette chez le boulanger, par exemple. Et puis pour les femmes, il faut faire le ménage, nettoyer les affaires, coudre s'il y a quelque chose à coudre, découper les phoques, tanner la peau des phoques. C'est une vie simple et saine, hein, ici. Toute la nourriture est séchée ou bouillie avec juste de l'eau et du sel, quoi. Le poisson ou la viande de phoque, tout est bouilli, séché ou alors mangé cru. Nous, on va en manger, mais il y en a encore qu'on... Tout n'a pas été fini. La dernière fois, j'en ai pris pas mal. Et puis, il y en a, je vais voir. Si je peux essayer de les vendre, je sais pas, je vais voir. Normalement, c'est des gens qui viennent et qui disent voilà, j'en veux pour 100 couronnes ou pour 50 couronnes. La grande occupation des Esquimaux d'autrefois et des Groenlandais d'aujourd'hui, c'est toujours la chasse aux phoques. Elle se pratique au ralenti, parmi les glaces flottantes. De temps en temps, les chasseurs sifflent pour attirer l'animal, curieux de nature.
Pour les Groenlandais, c'est vital, tu vois, de chasser le phoque. Hein. Une peau peut se vendre 400 couronnes, quoi. 400 francs. Parfois plus, même quand elle est belle. Bah, la météo, elle est imprévisible. Hein. Je veux dire, on peut partir, il fait beau, et puis lorsqu'on est loin du village, le vent se lève, et en quelques minutes, il est à pleine puissance, quoi. Bon, avant de partir, on regarde souvent au-dessus des glaciers pour savoir si la neige tournoie, quoi. Ça veut dire qu'il va faire du vent, et là-haut, il souffle à plus de 200 km. Moi, quand je suis sur mon bateau, je pense aux Parisiens ou aux Marseillais qui partent le matin au bureau, dans le métro, quoi. C'est pas une vie, en fait. Hein. Enfin, chacun choisit sa vie, hein, et le principal, c'est d'être heureux. Moi, je suis heureux ici. Et ça, c'est vraiment le principal. C'est dans ce pays plus dur que tous les autres, couvert au 4/5e par les glaces et supportant 3 mois de nuit polaire, que Max a choisi de vivre pour toujours. Peut-être est-ce tout simplement pour partager avec ses amis groenlandais la beauté de ces journées d'été où le soleil ne se couche jamais. Voilà une belle histoire, non? Très très belle, oui. Et oui, vrai. oui. Elle se raccorde un petit peu avec ce que je disais des voyages tout à l'heure. Moi, il me fascine beaucoup ce reportage parce qu'on n'a pas du tout l'impression, il ne s'agit pas de voyage là. Et en disant, il a choisi sa vie. Est-ce que c'est pas le Groenland qui l'a choisi plutôt? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un retour à quelque chose? C'est toujours très étrange ça. C'est comme bon, j'en sais rien, on peut avancer des choses, il y a des gens qui croient à la réincarnation, au fait qu'on a été... Est-ce que ce type-là n'était pas déplacé à Marseille? Est-ce que Marseille n'était pas l'erreur? Est-ce que c'est pas aussi une histoire d'amour finalement? Oui, une histoire d'amour, oui, mais il a dû arriver, je ne sais pas comment il a trouvé cet endroit, c'est ça qui est étonnant. Est-ce qu'il a eu une errance avant Il avait lu. Et tout à coup, certainement, il s'est dit, tiens, il y a une sensation physique de se dire, tiens, je suis arrivé. J'y suis. Ça se voit, il est arrivé. Vous, quand vous voyagez, que vous avez choisi un endroit, j'ai évoqué tout à l'heure le Sénégal, la Creuse, dans laquelle vous aimez vivre, vous dansez la pas trop bourrée. de voyage avec moi, je crois que Non, mais parlons de rencontres. Oui, c'est des rencontres. C'est des sentiments. C'est un sentiment très curieux. Et je trouve à chaque fois très apaisant d'arriver dans un endroit. Il y a beaucoup de gens qui ont éprouvé ça, alors que ce soit très très loin ou que ce soit pas loin. Cette impression de se dire, tiens, c'est bizarre, il y a une petite part de moi qui reconnaît cet endroit comme quelque chose qui pourrait être mien. Bon, quelquefois, ça ne va pas jusqu'à ce que fait ce monsieur, c'est-à-dire y faire sa vie. Mais on a fugitivement de ces impressions comme ça, et je les aime beaucoup. Vous retrouverez dans un livre que je vais aussi vous offrir, Annie, des sensations comme celle-là, d'une femme qui a voyagé, mais pas à notre époque, c'était en 1839-1840. C'était une des maîtresses de Victor Hugo, qui s'appelait Léonie Donnet, et qui était partie à l'époque au Spitzberg. Elle le raconte dans ce livre qui ressemble tout à fait à un roman, aux éditions du Félin. Le voici. Vous verrez, vous y découvrirez aussi quelques sensations qui vous font frissonner, parce que c'est un climat... Oui, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Annie, je vais vous proposer en image le sommaire de la semaine prochaine, puisque le temps est passé très vite. Alors voilà, je vais vous proposer tout d'abord un premier voyage qui va nous emmener en Inde, mais au fin fond de l'Inde profonde. Et cette fois, vous verrez, nous ne visiterons aucun endroit particulier. Nous accompagnerons la marche d'un homme qui va de village en village à travers la campagne, aux côtés d'un inséparable compagnon, un ours. Il y a longtemps que les montreurs d'ours n'existent plus chez nous.
Là-bas, vous verrez, la vie de ce montreur d'ours ressemble à une fable. L'un s'appelle Shamir et l'autre Balou. Ils ont grandi ensemble, ils ont le même caractère, ils ne se quittent jamais et la vie de l'un dépend de celle de l'autre. Une rencontre avec un saltimbanque et des légendes d'un autre temps.